niveau-là qui est, à mon avis, le vrai débat. Il s'agit de limiter les dépenses. Et puis, tant qu'on n'aura pas un mécanisme qui permette aux gens qui les payent de dire on veut telle chose, parce qu'on ne peut pas se fier aux députés. Les députés sont les objets qui appartiennent, en fait, au corps intermédiaire, aux entrepreneurs et à tout le monde, mais ils n'appartiennent pas aux gens qui sont du peuple, parce qu'ils s'en foutent. Le petit payeur de taxes, il n'y a pas de poids auprès du député au niveau des taxes. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un genre de mécanisme législatif comme la proposition 13 pour permettre d'initier, que les gens, les payeurs de taxes puissent initier des limites municipales, fédérales et provinciales aux dépenses. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme coupure? Où est-ce que le gouvernement va laisser ça? Les coupures, ça, là, il y a bien des façons de plumer Nord, puis je ne suis pas ici qu'on va régler ça aujourd'hui. C'est pas ça. Monsieur Viard, un instant, je vous prie. Bon, nos députés ont été un petit peu vexés d'entendre M. Lescault. Les députés sont dans les mains de personnes, d'abord dans les mains de nos électeurs et de la population. Et la volonté de couper à l'heure actuelle et de réduire les dépenses, du moins au niveau du gouvernement du Québec, est absolument présente. La volonté à l'heure actuelle de diminuer nos dépenses, de diminuer à l'heure actuelle notre fonction publique, de réduire actuellement nos employés, ça c'est une volonté présente à l'intérieur de notre gouvernement. Un instant, je vous prie, un instant. Monsieur Larose, Mme Villeneuve, et ensuite on va M. Pellerin qui l'a mis en haut depuis un bon petit bout de temps. Je suis sensible à la proposition qu'il faudrait qu'on coupe dans les dépenses. Supposément parce que ça aurait beaucoup augmenté. Moi, j'ai l'étude de M. Mimoto et M. Cross, la croissance de la dette fédérale, parue en juin 91 dans l'Observateur économique canadien, qui nous dit d'où vient l'augmentation de la dette fédérale, qui est quand même assez extraordinaire. 50 %, c'est le résultat de l'augmentation des paiements d'intérêt sur la dette. On comprend. 44 % c'est le résultat des abris fiscaux aux contribuables à revenus élevés et aux entreprises. 6 % c'est le résultat de l'augmentation des dépenses pour les programmes sociaux. Théoriquement, on enlève, supposons, là, on veut scraper tout ça. On vient de régler notre problème de 6 %. Alors que le gros problème... C'est le 94. C'est le 94 qui reste. Moi, je suis prêt à en discuter. Oui. Je suis prêt à en discuter. Monsieur Pellerin voulait intervenir là-dessus, oui. En ce qui concerne la TPS, on paye une partie à la TPS, mais il y a une partie qui retourne à certains citoyens. Comme il y en a qui sont en Floride, comme il y a 700 000. Ils retirent 90 $ par 3 mois. Ils ne dépensent pas ici. Tous les ceux qui sont sur le bien-être social, c'est 90 $ par 3 mois. Si j'achèterais pour payer 90 $ de TPS, l'économie du pays serait bien plus remontée. Oh, mais les assistés sociaux, ils dépensent tout ici. Ça, tu peux pas dire. Un assisté social, un chômeur, là, tout l'argent qu'ils reçoivent, c'est notre argent de TPS. Il y en a pas beaucoup qui sont en Floride, Mme Villeneuve. Je vais vous expliquer, moi, c'est quoi qui se passe. Le gars qui est en Floride... Je l'ai fait le calcul, moi. C'est quoi qui se passe avec les gens qui reçoivent des crédits de TPS. Moi, je travaille avec des personnes assistées sociales. Ils reçoivent, pour une personne seule, ils reçoivent en moyenne 45 $ par 3 mois. L'aide sociale vient le couper 15 $ par mois. Si on multiplie 3 fois 45 $ aux 3 mois ou 4 fois, ça lui fait 128 $. Puis si ce qu'on leur enlève sur le chèque l'aide sociale, c'est 180 $ par année. Donc, tous les crédits de TPS que le fédéral leur donne, ils passent au complet, ils donnent à la TVQ au gouvernement provincial. Puis en plus, on les a indexés, leurs coupures. Toutes les coupures, quand tu partages ton logement, quand tu as une dette, on l'a indexé à 5 %, à 5,5 %, puis leur chèque est indexé à 4,5 %. Fait que venez pas me dire que les gens qui sont sur l'aide sociale, ils n'en ont pas de coupure, ils payent amplement, puis plus que 50 % de leurs revenus. du Canada. Gilles vient d'intervenir là-dessus aussi, oui. Alors, oui, le rapport Poulain, ça presse, mais il faudrait aller bien plus loin que ça si on s'imagine d'être au-dessus au gouvernement libéral. Parce qu'il y a, d'abord, au Québec, trop de fonctionnaires. Le Canada est un des pays les plus fonctionnalisés au monde, apparemment. On bat même l'ancienne Union soviétique. Et pourtant, là-dessus, M. Arguin-Deguy nous dit... Attention, 350 000 $ par année juste pour faire fonctionner un bureau de député. Je vous jure qu'il y a de la place pour de la révision là. Il y a, je vous ai parlé des BS, madame, vous prenez note, madame Pagé. Les BS, les commissions, les comités. Non, c'est parce qu'elle n'aime pas quand je dis qu'on devrait utiliser les bras des BS. Les 200 000, c'est 600 000, pas tous. Les BS, des comités, des conseils, des régies, où ce sont des amis, ça ne sert à rien ou à peu près pour le contribuable. Et j'irai plus loin que ça, il y a trop de gouvernements au Québec.
Un gouvernement élu par des 10, 12, 18 % de la population, 1 milliard 100 millions que coûtent les commissions scolaires, moi, je réviserais ça sérieusement à savoir si le ministère, qui a plus de fonctionnaires que de professeurs, ne devrait pas déléguer les administrateurs dans chaque école et nous débarrasser de ce système. Mme Pagé, est-ce qu'on va abolir les commissions scolaires? Tout le monde peut donner un exemple de dépenses folles. Là. On peut tout en trouver une. Mais il y a de la magie, il y a de la pensée magique à croire qu'avec le vieillissement de la population, on va pouvoir vraiment faire qu'on va dépenser moins qu'il y a 30 ans en santé. Quand on voit les besoins en formation professionnelle, en éducation, de s'imaginer qu'on va pouvoir fermer les écoles au Québec pour économiser. On nous donne l'exemple des États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils payent moins d'impôts. Mais quand il faut payer 20 000 $ pour envoyer son jeune à l'université, quand on se fait demander sa carte de crédit pour arriver à l'hôpital, ça se paye. Et ce qu'il faut se demander, c'est ces services-là. Est-ce qu'on veut se les payer avec nos taxes et nos impôts, ou est-ce qu'on veut les privatiser? Oui. Est-ce qu'on continue à se payer ce genre de service-là? Justement, je pense qu'il y a un danger, et c'est parfaitement reflété par la discussion de ce soir, d'embarquer dans une espèce de credo idéologique des deux côtés. D'une part, je suis parfaitement d'accord avec Mme Pagé qu'au niveau de l'éducation, il y a des besoins. Je suis parfaitement d'accord avec les entreprises qu'on pourrait en faire plus pour eux. Les besoins, c'est normal dans une société, les besoins sont par nature illimités. Le problème, c'est que nos ressources ne le sont pas illimitées. Il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Et il va falloir se poser véritablement de vraies questions. Il me semble que, comme le mentionnait M. Lehir au début de l'émission, la question de est-ce qu'il faut taxer plus les riches, c'est une question partielle. Parce que c'est qui porte principalement le fardeau fiscal présentement? C'est la classe moyenne. On le voit, il y a des représentants de regroupement de gens de la classe moyenne qui se plaignent. Alors, il va peut-être falloir se poser des questions, se dire, est-ce qu'on peut réduire les dépenses qui sont actuellement inefficaces? M. Proulx mentionnait de nombreux exemples de dépenses qui sont allouées de façon complètement inefficace. C'est peut-être pas nécessairement en réduisant le nombre de nos fonctionnaires. C'est peut-être en remettant en question des dogmes qui sont considérés comme intouchables depuis 20 ans, notamment l'universalité des services sociaux. C'est gros, personne n'ose se lancer dans le débat. Mais quel est le but d'avoir des services sociaux? C'est d'aider ceux qui en ont vraiment besoin. Présentement, on a des services sociaux gratuits pour des gens qui sont fortunés. Il faudrait creuser un peu partout et vraiment redéfinir, remettre en question des dogmes qu'on met pas assez en question. Monsieur Lemay, là-dessus, Monsieur Lehir va intervenir. Et ensuite, j'aimerais qu'on s'interroge aussi sur les solutions qui s'offrent à nous au moment où on se parle. Je ne crois pas que ce soit le genre de virage que l'on doit faire. Effectivement, lorsqu'on pose la question du niveau de taxation, on pose la question de notre niveau de ressources. Est-ce qu'on a assez de ressources pour répondre à nos besoins? Et la question qui suit, c'est celle que l'on aborde, c'est-à-dire est-ce qu'on ne devrait pas réduire nos besoins ou réduire les services? Moi, je ne crois pas qu'on doit réduire les services dans notre société. On a une société qui est intelligente, qui s'occupe de son monde, du point de vue de la santé, de l'éducation, etc. Il ne faut pas les réduire. Mais on vit un problème, et j'invite... Quand M. Gautrin dit que le gouvernement du Québec veut réduire ses dépenses, je l'invite à y réfléchir très sérieusement. On vit un problème majeur dans notre société. Il faut faire le virage. Il est même déjà un peu tard. Il faut le faire maintenant. C'est que nous laissons nos ressources s'égrener, s'étaler sur un trop vaste territoire. Comme les entreprises le font actuellement, elles resserrent vers des lieux de production. De la même façon, notre État, notre société doit arrêter le virage qui s'est pris dans les années 80 parce que nous n'avons pas ce moyen-là. C'est-à-dire de faire en sorte que s'étale autour de Montréal, autour de l'île Laval, s'étale dans des nouvelles villes, une population sur un territoire de plus en plus grand, qui exige des nouveaux services d'épuration des eaux, d'assainissement des eaux, éventuellement des écoles primaires, ensuite secondaires. Un jour, il va falloir des universités à Lachenay. Et puis une école de technologie supérieure à Varennes, etc. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas les moyens de se payer... Monsieur Lehir, comme vous avez promis tantôt, et ensuite, on va aller à M. Grand. Sur nos territoires, maintenant, comme tout le monde le fait. Ce que disait plutôt Mme Pagé. Et là, on va avoir les moyens de maintenir nos services pour notre population sans égorger la taxation. Actuellement, on est obligé de dégorger parce qu'on s'étale trop. Bon, pour enchaîner sur ce que disaient M. et Mme Pagé tout à l'heure, il y a des exemples à l'heure actuelle qu'on a sous les yeux, celui de la formation professionnelle, où on sait qu'à l'heure actuelle, le système tel qu'il existe, là, gruge à des fins d'administration 40% des budgets totaux. Et au Québec, on parle d'1 milliard et plus comme budget de formation professionnelle. 40% dans l'administration, c'est plus de l'administration, ça, c'est un siphon.
D'accord. Monsieur Granger, vous représentez, vous aussi, des consommateurs, des payeurs de taxes qui sont un peu là, tannés, justement, d'en payer des taxes. Mais vous avancez une solution qui pourrait aussi, à la limite, être intéressante. Et je serais curieux qu'on en discute ensemble. Vous vous dites, laissons tomber l'impôt sur le revenu et allons-y avec une taxe plus importante sur la consommation. Ouais. Défendez-nous un peu ce point de vue, si vous voulez. Personnellement, c'est une hypothèse qui a été avancée par quelques membres chez nous, là. Et on pourrait très bien abolir l'impôt sur le revenu et abolir tout ce qui existe comme taxe et remplacer ça par une taxe à la consommation, que le pourcentage soit 10-15 %. J'écoutais des gens très instruits avec En ce qui me concerne, c'est la façon la plus logique, la plus simple de taxer les gens de façon équitable parce que, par exemple, qu'on abolisse tout ce qui existe comme taxe, qu'on ait une taxe de 10 %, celui qui n'a pas de revenus, de faibles revenus, à ce moment-là, il en paye très peu. Celui qui est dans la classe moyenne va payer proportionnellement, puis celui qui a énormément de moyens financiers, inévitablement, va payer. Théoriquement, M. Côté, un instant. Théoriquement, M. Côté, avec une formule semblable, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'effectivement, les gens qui ont le plus d'argent, qui dépensent le plus, seraient les plus sévèrement taxés? C'est ça. L'équité, c'est les gens qui ont moins de revenus doivent payer proportionnellement moins de taxes. Alors, le régime que propose monsieur, là, serait beaucoup moins équitable que le régime actuel. Et ça arrive, ça fait surface à tous les secteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même, M. Séguin, avoir un mécanisme de compensation semblable à celui qu'on a actuellement? On entend ça souvent, cette idée-là qu'il faut tout remplacer et mettre une seule taxe de 20 % sur l'ensemble des choses. L'idée, remarquez, aucun pays ne l'a jamais fait. Simplement pour la raison que c'est très régressif pour celui qui n'a pas un gros revenu. Celui qui gagne 20 000, lui, va être frappé par une taxe de 20 % sur l'ensemble de ses achats, alors que celui qui gagne 50 000, 60 000 piastres va payer la même taxe sur le téléviseur, le réfrigérateur, donc il va payer moins finalement. Deuxièmement, on a besoin de 40 milliards dans les 12 prochains mois dans la province de Québec pour notre budget. Avec une taxe à la consommation sans impôt sur le revenu, à combien vous devriez situer votre taxe sur la consommation actuelle dans la province de Québec pour collecter 40 milliards, ça vous prendrait une taxe d'à peu près 60 %. Alors, ça contrôle les marchés noirs. Monsieur veut intervenir. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est le mode de vie. C'est le mode de vie qu'il faut réellement regarder en face. Moi, je suis un consommateur, je suis un payeur de taxes d'ordre moyen. Je ne partirai pas dans des gros débats électoraux, des grosses paroles électorales. Là, je ne suis pas ici de me faire élire par personne. Mais je regarde les faits tels qu'ils sont. Les gens sacrent le camp aux États-Unis pour aller acheter des matières premières là-bas. Ils achètent le gaz, ils achètent le cigarette, ils achètent le linge, ils achètent le manger là-bas, puis ils s'en viennent chez nous. C'est le mode de vie qu'il faut repenser. Puis si je parle avec mon cœur, pour le gars qui est assis devant sa télévision en soir, qui est écœuré de payer des taxes, il faut regarder dans le cœur du problème, puis comme on arrivait tantôt avec les solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que on prend 3 points bien précis. Puis je vais être très clair. Le premier qui est l'environnement. Moi, je dis qu'on n'a plus les moyens de prendre nos vides d'auto puis jeter nos cabarets de McDonald's dehors puis nos cigarettes dehors puis payer des gens pour aller ramasser. Deuxièmement, les gens qui ne seront pas payés parce qu'ils n'auront pas ramassé, mais si on se sert comme un homme politique a dit un jour, au lieu d'envoyer des gros lingots d'Alcan aux États-Unis et au Japon, on peut peut-être commencer à faire des raquettes de tennis, des bâtons de golf. Peut-être qu'on made in Québec, ça aurait peut-être de l'allure. Puis le dernier point, c'est quand on regarde à la télévision des gens qui se battent au niveau, disons, des députés pour améliorer leur fonds de pension. Moi, ça voit quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à un bateau qui est après coulé, puis 2 gars sur le pont sont en train de se battre pour savoir quelle couleur ils vont mettre le chambre, puis c'est de la peinture en or qu'ils vont avoir dans la chambre. Il faut se réveiller pour regarder le problème en profondeur. C'est le mode de vie qu'il faut changer. Oui, mais le bateau, c'est une galère, puis il faut savoir qui rame. Oui. Puis ça serait intéressant, parce que depuis tantôt, on veut parler avec notre cœur, parlons avec notre cœur, mais parlons avec les vrais chiffres aussi. En 1950, la part des entreprises puis la part des individus dans la caisse commune était la même. Aujourd'hui, en 1990, toujours les chiffres du gouvernement fédéral. Regardez c'est quoi la partie des entreprises, à peine 12 %. Regardez maintenant qui paye le reste. Puis à l'intérieur du reste, justement, là, parmi les individus... Un instant. Monsieur soulève une question. Monsieur Lehir, comment se fait-il qu'on connaisse un écart? Dans les salaires, il y a une grosse composante fiscale. Alors, les individus, bien sûr, ont maintenant des salaires.
et il paie une proportion. L'entreprise paie le travailleur et le travailleur paie de l'impôt. L'entreprise canadienne, parmi les 7 grands, monsieur Lehir, l'entreprise canadienne, parmi les 7 grands, c'est l'entreprise qui paie le moins. Qui contribue le moins au bien-être de la société. Alors, si vous êtes concurrent, on peut se permettre quand même de les imposer un peu plus. Monsieur Bosch, et ensuite, M. Letreize va intervenir aussi. Non, écoutez, là, c'est pas correct. Je pense depuis longtemps, M. C'est pas correct, ce sont les chiffres de l'OCDE. Un instant, on va en haut et on revient dans le Il n'y a pas de solution dans tout ce qui se dit encore. Il n'y a absolument pas de solution. Premièrement, il y a des personnes qui parlent de priorité, puis il y a des personnes qui parlent qu'on est surtaxé. Il y a moyen, c'est pas exclusif, il y a moyen de garder des priorités, mais réduire les taxes en même temps. On va réduire les taxes. On ne touche pas aux priorités, that's it. Mais expliquez-moi comment vous faites ça. Comment est-ce que vous faites pour maintenir les services actuels? Un contrôle des dépenses gouvernementales, ça peut être référendaire si on veut. Parce qu'en ce moment, si vous avez vu Anjou, les deux partis ont promis une autoroute, sacrément. Mais ils l'ont pas dit où est-ce que l'argent allait venir. On est déjà en déficit. S'ils disaient au monde, vous allez avoir l'autoroute, mais ça vous coûte 100 piastres par mois, je pense qu'il va être différent. Monsieur Rinfray, s'il vous plaît. Oui, en tout cas, moi, je trouve qu'au niveau... D'abord, je pense que le problème, on le fausse un peu. Quand on parle de la compagnie qui fait 700-800 millions, et puis on fait allusion à la madame en dessous de l'arbre, de la pauvreté, tu sais, on parle des deux extrêmes. Parlons plutôt des choses modérées. C'est deux choses qui peuvent exister, mais c'est des très, très infimes pourcentages. Fait que c'est pas là-dessus qu'on va baser notre réflexion, je pense. Mais moi, je me dis, on regarde, on s'en vient vers une mondialisation là, de plus en plus au niveau du commerce. Et puis, on aura à se confronter avec d'autres pays pour commercialiser. On le voit, nous autres, avec les États-Unis, ce que ça cause comme problème. Puis, il y a probablement des coûts au niveau de certains services qu'on se paye qui sont trop coûteux. Moi, je fais allusion à la... Je regarde l'autre jour, quand on parlait des municipalités, où il y a 20 moins de personnes au Québec, mais ça coûte 20 de plus pour administrer les municipalités au Québec et en Ontario. Il y a différents problèmes comme ça au niveau administration, aux 3 niveaux de gouvernement qui auraient des choses à faire, puis aussi à l'ensemble de nos services sociaux qu'on se paye au Québec, CSST, assistance sociale, assurance santé. Il y a des choses à raffermir, à raffiner. Je pense qu'on a des systèmes excellents, mais ils sont rendus où ils sont peut-être un peu trop généreux, et puis ça fait de la mauvaise gestion, puis de l'argent qui se gaspille là-dedans. Il y a certainement une place à raffiner. Monsieur Aubry. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui était le fond du débat en partant, c'est que les créateurs d'emplois, c'est les compagnies, et c'est des gens qui ont un peu d'argent, malheureusement. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour créer des emplois. Puis quand on veut, justement, saigner ce monde-là, on se tire dans le pied parce qu'on s'enlève la possibilité d'avoir des emplois, puis on crée du chômage, puis après ça, le monde dit « Oui, mais les jobs, on veut des jobs, mais qui est-ce qui va faire les jobs? » Oui, Gilles, 10 secondes, monsieur, pour le vote du suite après. Réflexion très rapide. N'importe qui gagne un salaire, je gagne 40 ou 50 000, je peux pas me permettre de dépenser 60 ou 75 000. Je récolte 35 milliards de taxes, je peux pas me permettre de jouer avec 40 milliards ou 185 milliards à Ottawa quand j'en récolte 155. Il faut dépenser selon ses moyens. Est-ce que c'est ça la morale, M. Pronovo? Pour se dire, monsieur Vien... selon nos moyens, mais la société ne l'accepte pas. Tantôt, on me parlait des... Moi, dans mon bureau, aujourd'hui, c'est des gens ordinaires qui sont venus à Shawinigan, puis tout le monde, sans exception, sont venus me demander de l'argent. Pas des entreprises qui sont venues. Les gens veulent plus d'argent. Le gouvernement, il veut même que ces gens-là nous disent c'est parce qu'ils sont trop taxés que justement ils demandent pour toutes sortes de raisons de l'argent. Mais monsieur Vien, ce qui est important, c'est pas tellement de retaxer, mais de mieux utiliser collectivement, comme société, l'argent que nous possédons. Regardez le système d'éducation au Québec. Je vais prendre un exemple rapidement. On paie très cher pour notre système d'éducation au Québec, c'est bien, mais il produit 38 de décrocheurs, 7 au Japon et 4 en Suède. Quelle sorte de monde dans lequel on se prépare? Ce genre de décrocheurs-là vont nous coûter une fortune par après, en termes, c'est ça. D'accord. Monsieur Letreize, s'il vous plaît. Ça se peut pas, là. Les gens, ils sont pas, ils n'auront pas d'emploi. Il faut surtout retenir, il faut leur mettre ça dans la tête. Mettons ça dans la tête des gens qui n'auront pas d'emploi. Découragez-les. Excusez-moi de vous interrompre. Personne nous a... Excusez-moi un instant, je vous prie. Vous découragez les jeunes. Jusqu'à 4 en même temps, on ne comprend pas. Monsieur Letreize. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, là, on commence à vouloir remettre en question les acquis au niveau des programmes sociaux. Il faut regarder que c'est des choix de société qu'on a fait depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Depuis le début des années 40, on a fait des choix sociaux, des choix de collectivité pour se donner des programmes sociaux. Et il ne faut pas nécessairement vouloir remettre ces acquis-là. C'est la première fois qu'il parle. Ça fait 40 ans que vous parlez comme ça, ici au Québec. Non, mais les programmes sociaux... On a besoin de
On va le placer un mot. Mais ce soir, de toute façon, c'est sa première intervention. Depuis la révolution ça fait sûrement pas 40 ans que je parle comme ça, j'ai même pas 40 ans. Mais vous avez toujours poigné votre bout puis vous avez empêché les autres. Au niveau des programmes sociaux, j'aimerais continuer sur les programmes sociaux. Parce que vous avez les gens du PQ, vous avez les gens du Parti libéral qui disent exactement la même chose, puis vous les contrôlez. Bien, il est temps que ça arrête. On les contrôle. Monsieur le 13, Monsieur Larose, tout de suite après. C'est sûrement pas nous qui contrôlons les gouvernements. C'est les gens qui ont de l'argent qui contrôlent les gouvernements. Sûrement pas nous qui contrôlons les partis et les gouvernements. Je reviens sur les programmes sociaux. Les programmes sociaux, là, depuis les dernières années, là, avec les théories néolibéralistes qu'on retrouve autant à Québec qu'à Ottawa, là, avec ces théories-là, on les a remis en question. Le projet de la loi 40, la loi C-21 sur l'assurance chômage, la loi 37 sur l'aide sociale, on a remis en question ces programmes-là. On a rendu les gens de plus en plus pauvres. Puis au Québec, c'est ça, c'est des chiffres qui ne mentent pas. Là, il y a une famille sur 6 au Québec qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et chez les gens seuls, c'est tout près de 50 %. D'accord. Il faut s'arrêter là-dessus, Monsieur le 13. Monsieur Larose, 10 secondes. 10 secondes pour conclure là-dessus. Non, mais je veux dire que les pays où les entreprises sont les plus taxées et où le taux marginal d'imposition pour les hauts salariés sont les plus hauts, c'est en même temps les pays qui ont un taux de chômage le plus bas. Le Japon, l'Allemagne, la Suède. Alors, il n'y a pas... La théorie des vases communautaires... Bon, alors écoutez, messieurs, je dois vous interrompre, malheureusement, on va aller à la pause. Il y a des gens qui, à notre question, répondent oui ce soir, il faut taxer davantage les entreprises parce qu'il faut assurer un équilibre plus grand. J'espère que vous m'entendez quand même chez vous, c'est de la difficulté à m'entendre. Alors oui, il faut taxer les entreprises dans certains cas, d'autres disent non. Il faut prendre la richesse là où elle se trouve, nous disent certains, d'autres nous disent attention, ce sont des gens qui créent de l'emploi et il faut faire attention aussi. Ces gens-là sont très mobiles et ils peuvent aussi s'en aller. On revient avec votre réponse à vous tout de suite après cette pause. Prenez le volant d'une Pontiac Le Mans Aéro Coupé et prenez la clé des champs. Avec sa garantie GM totale de 3 ans, vous roulerez l'esprit en paix et en tout confort grâce à son intérieur spacieux. De plus, votre concessionnaire Pontiac l'offre en ce moment avec une remise de 500 $. La Pontiac Le Mans Aéro Coupé, elle a tout pour moins de 9 000 $. Cette semaine, dans 7 jours, tout sur Macha Grenon. Une entrevue exclusive avec la grande vedette de Scoop. Aussi dans 7 jours, un face-à-face inédit avec Michel Côté de Montréal Ville Ouverte. Sa première véritable entrevue. L'importance des femmes dans la vie de Germain Houd. Les 3 grandes étapes de Peter Stachny et le dossier éducatif sur l'histoire du poulet. Plus votre numéro chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 ou 10 000 $ par semaine. Et vos 2 affiches géantes, la cartomancie et Kathleen. Ce que j'aime dans ces jours, c'est les sondages légers. Parlez-vous français? Chinois? You Chinese? Scénario et réalisation de Bernard Raymond. Why you come here? C'était pour partir tout de suite. Hein? Why? To have fun. De la série des histoires inventées, voyez La manière des Blancs, dimanche à 20h30. Pourquoi faut-il attendre que la maladie frappe pour parler de santé? Santé physique, santé mentale, santé tout court, à tout âge et à tout prix. Le mercredi à 21h, nous vous offrons la possibilité de mettre à jour vos connaissances, qu'il s'agisse de maladies, de traitements ou mieux encore de prévention. Dossiers, témoignages, capsules, chroniques et reportages. Ici Louis-José Mondou. Et Yves Lamontagne. Le mercredi à 21h, voyez Visa Santé. Soyez au rendez-vous. Dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup de médicaments sur ordonnance contre les maladies graves. Puis, dans les années 30, il y a eu les premiers antibiotiques. Dans les années 50, de nouveaux vaccins. Et depuis ce temps-là, tous ces médicaments si importants pour nous tous. Plus de 90% des découvertes modernes proviennent de recherches faites par les fabricants de médicaments d'origine. En achetant ces médicaments d'origine vendus sur ordonnance, vous aidez à financer les découvertes de demain. La recherche, source de vie. Alors, j'espère que le débat est un peu plus calme chez vous qu'il l'a été ici en studio pendant la pause. Néanmoins, je vous fais part des résultats. Notre question ce soir, faut-il taxer davantage les riches? Nous avons reçu 1626 appels.
1360 personnes ont dit oui, il faut les taxer davantage. 266 ont dit non. Monsieur Lehir, à la lumière de résultats semblables, est-ce qu'il faut taxer davantage les entreprises? Est-ce que vous êtes prêt à accepter d'être taxé plus que vous l'êtes actuellement? Je veux dire, si on continue, il n'y en aura plus. Alors, il faudra aller chercher l'argent ailleurs. Qu'est-ce qu'on ferait devant une situation semblable, M. Julien? Ce que j'aimerais dire, c'est que monsieur, madame, tout le monde, avec leur gros bon sens populaire, ils ont compris ce que cet homme de parole, qui est Michel Chartrand, nous dit depuis des décennies. Nous vivons dans une dictature économique, et tant que nous vivrons, et tant que nous accepterons de vivre dans cette dictature économique, eux, ayant plus de pouvoir, les grandes banques, les grandes entreprises, la grande industrie, ayant plus de pouvoir que les élus du peuple, bien, ça ne changera pas et les injustices, toutes les injustices sociales que l'on connaît continueront, y compris l'injustice. Madame Gervais, un petit commentaire là-dessus. Moi, je pense qu'on perd de vue beaucoup de choses. On parle de chiffres, d'idéologie, c'est facile, mais qu'en gardons, c'est quoi notre projet de société? Qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes? Moi, je représente les étudiantes à travers le Québec. Et je peux vous dire que les jeunes sont drôlement taxés et on leur en donne à chaque année un peu plus à payer. Et je pense qu'on perd ça de vue. Et je pense que c'est fondamental, qu'on doit un projet de société à former. Monsieur Fréchette, en 10 secondes. Oui, il faut, en fait, là, abolir la TVQ qui s'en vient, là, même si elle a été rapportée, puis la TPS, qui rend le plus démuni plus pauvre qu'il l'a été depuis des décennies. Monsieur Séguin, le mot de la fin. Moi, je suggérerais que les gouvernements arrêtent ou fassent du ménage dans leur gaspillage. Les deux rapports des vérificateurs nous disent qu'à Ottawa, on a un gaspillage de 10 milliards et à Québec, à peu près 2 milliards pour les 12 prochains mois. Deuxièmement, stopper les dépenses, stopper les taxes pour 1 an et faire une réforme fiscale pour un nouveau projet de société. Voilà. Alors, écoutez, on doit mettre fin, malheureusement, tout de suite à ce débat. Je suis persuadé que ça va se poursuivre ici. Ça va probablement se poursuivre aussi chez vous. La question ne fait qu'être soulevée. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Il y a des conclusions qui se dégagent quand même. La population, si j'en juge de par les résultats du sondage que nous avons tenu ce soir, est d'avis que les plus riches devraient payer davantage en taxes. M. Lehir nous dit faites attention. Ces gens-là peuvent aussi s'en aller. Il faudra tenir compte de ce point de vue très certainement. Le régime fiscal est à revoir, nous dit M. Séguin. Et il faut aussi constater, je pense que ça va de soi, que sur les solutions, on ne s'entend pas véritablement. Est-ce qu'on coupe dans les programmes sociaux, par exemple? La question reste sans réponse. Et là-dessus, il y a des gens qui nous disent non, faites attention. On a vraiment besoin de ces programmes et on peut vivre quand même avec ces programmes-là. La semaine prochaine, on va parler d'une question à caractère social. Qu'est-ce qu'on fait d'Eva? Est-ce qu'on la laisse sous son sapin ou si on essaie de lui venir en aide? Si vous voulez en savoir plus long sur notre question, c'est cassé. Jeudi, vendredi matin avec Jacques Proulx, je vous en reparle. D'ici là, bonne semaine. Ce soir, à Parler pour parler, des ex-religieuses nous racontent pourquoi elles ont changé de vocation. Mais d'abord, un beau gars peut-il tomber amoureux d'une fille ordinaire? Voyez Isabelle et Beaugrand dans quelques instants. Ici, Radio-Québec. La Banque nationale, Chrysler Canada, le réseau AM/FM de Télémédia et Radio-Québec présentent le concours Bombardier. En prix, 2 billets toutes destinations d'Air Canada et 3 000 $ en chèque de voyage Mastercard de Thomas Cook. En prix, 3 magnifiques skidoo. Répondez à la question, près de quelle ville du Bas-Saint-Laurent a-t-on tourné les scènes d'hiver en utilisant les coupons du Téléplus, de la Presse, du Soleil et du Télésoleil? La réponse dans le court montage qui suit. Et les gagnants, les 26 et 27 février, lors de la diffusion de la mini-série Bombardier. Parce que c'est beau, le Québec. Action! Tous les extérieurs, Rimouski, ça couvrait toutes les périodes. Donc, on a des petits bouts de toutes les périodes. Dehors, c'était magnifique, d'ailleurs, Rimouski, parce qu'on a eu la chance de notre vie. La neige, ils n'en ont jamais eu tant que ça à Rimouski. Et c'était toute beauté. Puis c'était un coin vraiment très beau. Donc, il y a des images de tout ça, de tableaux fascinants. Moi, j'ai redécouvert l'hiver là-bas. Oui. Comme le disait Gilbert Sicotte, l'interprète du rôle de Joseph Armand Bombardier, toutes les scènes d'hiver de la mini-série ont été tournées dans la région de Rimouski.